Ouais, big up, c'est les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc là, je vais parler encore une fois de Deliveroo. Donc, suite à la condamnation pour travail dissimulé qu'il y a eu. Donc, livraison, la condamnation de Deliveroo pour travail dissimulé peut faire telle tache d'huile. La plateforme de livraison de repas à domicile Deliveroo a été condamnée début février pour travail dissimulé par le Conseil des prud'hommes de Paris, première en France, a reconnu l'enseigne, s'appuyant sur une jurisprudence favorable, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu ça en Espagne, ils ont dû cesser leur activité. S'appuyant sur une jurisprudence, parce que là il y avait un groupe de livreurs collectifs qui avaient déposé plainte pour travail dissimulé, je crois, en Espagne. Attends, on va vérifier ça tout de suite. Je sais pas ce qu'on... condamnation des Deliveroo, Espagne. Ah non. Fraude, ils ont été condamnés en Espagne. Deliveroo condamné pour fraude à la sécurité sociale. Donc ça c'était... ça remonte déjà un moment. Juillet 2019, on ne sait pas si vieux que ça. Deliveroo a été condamné mardi 23 juillet par la justice espagnole pour ne pas avoir déclaré quelques 500 livreurs travaillant pour lui à Madrid. Ils ont ensuite payé 1,1 million d'euros de cotisation à la sécurité sociale. Le tribunal condamne la société car les travailleurs présentés comme indépendants étaient en fait soumis à une relation de travail avec Deliveroo. Peut-on lire dans le jugement, Deliveroo a toujours affirmé que ces livreurs à vélo travaillaient en indépendant, avec la possibilité de choisir librement leurs horaires et le nombre d'heures qu'ils souhaitaient effectuer. Et pour le juge, l'essentiel est qu'une fois la commande acceptée, le livreur devrait l'honorer sur les instructions détaillées déterminées par l'entreprise, sans marge appréciable d'autonomie du travailleur. Deliveroo envoyait par exemple des livreurs plus expérimentés pour accompagner les novices dans leur première tournée afin de leur enseigner la mécanique du service, souligne le magistrat. D'autres procès à venir, la plainte a été déposée par la trésorerie de la sécurité sociale qui réclame 1,2 million d'euros de cotisations non payées pour Deliveroo. Elle se basait sur un rapport de l'inspection du travail qui estimait que les 500 livreurs de Deliveroo opérant à Madrid entre octobre 2015 et juin 2017 étaient des salariés qui auraient dû être déclarés. La société peut encore faire appel de ce jugement. Donc il y avait eu ça déjà, une première en juillet 2019. Maintenant c'est en France que ça se passe. Pareil, travail, bon, on ne parle pas pour le moment de fraude à la sécurité sociale, mais là c'est travail dissimulé. Donc par le Conseil des prud'hommes de Paris, une première en France, a reconnu l'enseigne, s'appuyant sur une jurisprudence favorable. L'avocat des livreurs, qui avait une mention, prévoit de lancer une cinquantaine de procédures contre la plateforme. Il estime que le nombre de plaintes, comme des décisions favorables, pourrait augmenter. Encore faut-il convaincre les livreurs d'agir en justice. Parce qu'il y a aussi la peur, je pense, du coursier qui n'a que cette activité-là, de perdre son emploi, de perdre cette activité, ou qui n'a pas envie de rentrer dans une spirale judiciaire. Espace pour Deliveroo, vendredi dernier, les cuisines de la plateforme située en région parisienne, Saint-Ouen, ont été bloquées par une vingtaine de livreurs à l'occasion de la Saint-Valentin, entraînant la fermeture des locaux. Une initiative lancée par le collectif des livreurs autonomes de Paris, le CLAP, qui clamait aussi la semaine dernière une récente victoire sur un autre champ, la condamnation pour travail dissimulé de Deliveroo par le Conseil des prud'hommes de Paris au bénéfice de l'un de ses livreurs. Cette décision, une première pour Deliveroo en France, pourrait-elle se reproduire? Oui, par Paris, l'avocat qui avait une mention. Son cabinet s'est fait la spécialité d'accompagner les travailleurs des plateformes de livraison telles que Deliveroo ou encore Stuart. La plateforme de livraison de colis rachetée par une filiale de la Poste prévoit de lancer une cinquantaine de procédures contre Deliveroo avec le même objectif, démontrer que les conditions dans lesquelles travaillent les livreurs relèvent selon lui du salariat qu'ils doivent bénéficier
à ce titre de toutes les garanties prévues dans le Code du travail, congés payés, protection de l'emploi, protection sociale, etc. Le précédent Tech et Easy, on voit que le contexte change, même si c'est long et difficile, estime subvention. Décision de justice a marqué un tournant, l'arrêt de la Cour de cassation de novembre 2018 qui traitait du cas de Tech et Easy. La plateforme a été liquidée en 2016. Les décisions aboutissant à la requalification des livreurs en salariés se sont multipliées depuis. Sur les quelques 190 procédures lancées contre l'ancienne start-up, une soixantaine a déjà abouti à Paris, Nice ou Toulouse. Quand on arrive devant les juges, ils connaissent l'affaire, c'est comme si c'était plié, dit-il. La jurisprudence Tech et Easy pourrait aussi faire référence s'agissant de Deliveroo. Chaque société est différente et la transposition n'est jamais totalement automatique. Et toutes ces plateformes fonctionnent selon des systèmes très proches, explique Emmanuel Touquet, ancien enseignant-chercheur à l'Université Paris, Nanterre et spécialiste du droit du travail dans le cas de Tech et Easy. Les juges ont estimé que le pouvoir de sanction de l'entreprise et la géolocalisation des livreurs attestaient d'un lien de subordination entre la plateforme et ses travailleurs, deux critères qui existent sur toutes les plateformes, affirme Kevin Mansour. Deliveroo se dit confiant. Deliveroo affirme pourtant avoir confiance en ce modèle. Les livreurs nous disent qu'ils veulent choisir quand, où et s'ils veulent travailler, et c'est ce que nous leur permettons de faire, explique l'entreprise britannique. Elle relativise la condamnation prononcée du 2 février, déclarant que le cas jugé remonte à 2015 et porte donc sur son ancien modèle de gestion des livreurs. Un argument contesté par les subventions. Le lien de subordination qui existe entre Deliveroo et les livreurs s'est renforcé à l'époque. Vous pouvez vous connecter quand vous vouliez à la plateforme. Aujourd'hui, si vous êtes coursier et que vous ne vous connectez pas le vendredi, le samedi ou le dimanche, vous êtes impacté dans l'accès au calendrier. 6 mois d'indemnité, une réparation attrayante. Dans un tel contexte, le nombre de plaintes serait-il donc susceptible de s'accroître? Suite à la décision de la semaine dernière, on a eu des dizaines de personnes qui ont déjà posé des questions pour nous demander les preuves et les documents à fournir pour celui qui nous mentionne. Ce qui est novateur dans le cas des Deliveroo, c'est que la société est condamnée pour travail dissimulé, ce qui constitue une violation intentionnelle de la loi d'un point de vue pécuniaire. C'est important car cela représente une indemnité égale à 6 mois de salaire, explique Emmanuel Decaisse. Le résultat, c'est que cela peut devenir assez attrayant et conduire à une multiplication des contentieux, estime le professeur de droit. Long délai d'attente en justice. Mais encore faut-il que les livreurs portent plainte. Or, les délais d'attente en justice peuvent en décourager plus d'un. Les procédures sont très longues en France, reconnaît Kevin Mansour. Prenons pour exemple cette condamnation de Deliveroo qui a mis 4 années à aboutir. La précarité financière constitue un autre obstacle. De nombreux livreurs s'appuient déjà sur l'aide juridictionnelle ou les garanties de protection juridique pour pouvoir s'offrir les services d'un avocat. Au-delà de ces obstacles pratiques, la motivation à agir en justice doit aussi être présente. Or, il y a de la part d'un certain nombre de travailleurs une forme d'intériorisation de la précarité du travail. Quand on intériorise le fait qu'on est en marge, cela ne pousse pas à l'organisation et à la revendication collective, estime Christophe de Grise, chercheur à l'Institut syndical européen. Une réalité dont le CLAP veut tenir compte, en annonçant la création d'un syndicat pour mieux appuyer les livreurs. Pas un métier à long terme. Le nombre de plaintes pourrait aussi être limité en raison du profil des livreurs. Nombreux à voir ces missions comme un job d'appoint. C'est plutôt un métier pratiqué par des jeunes qui voient une activité intermittente plutôt qu'un métier à long terme. On ne voit pas de coursier faire carrière sur les plateformes, poursuit Christophe de Crise, qui vient de coordonner une étude sur ce type de travailleurs en Europe. Il est aussi possible que nombre de livreurs trouvent malgré tout leur compte avec la plateforme. Un sondage commandé par Deliveroo confirme une certaine acceptation du modèle parmi les livreurs. En avril 2018, 2 livreurs sur 3 indiquaient qu'ils arrêteraient de travailler avec la plateforme s'ils devaient devenir salariés. Alors, moi ce que j'en pense dans tout ça, c'est qu'on est des sous-traitants, des travailleurs indépendants, en partenariat avec cette plateforme, cette marketplace, qui a des partenaires restaurants
Et donc on est vraiment le lien du cœur de métier. La base, le cœur, même c'est la restauration, c'est les restaurants qui produisent la marchandise, qui produisent leurs produits, la consommation. Et nous, on est le lien de finalisation de la vente, pour faire en sorte que les commandes soient livrées, que les clients reçoivent leurs commandes. Or, j'ai constaté plusieurs problématiques sur ces plateformes, que ce soit Uber Eats, que ce soit même Stuart que j'ai testé, ou que ce soit Deliveroo. Je suis cuisinier, formation niveau CAP, j'ai 10 ans d'expérience dans la restauration, j'ai travaillé dans bon nombre de restaurants. Bon, je ne m'appelle pas encore Paul Bocuse, mais voilà, j'ai une certaine expérience dans le domaine et je vois des choses qui vont pas. Donc, on va en parler un peu plus tard. Pour le moment, ils disent Deliveroo que on peut choisir où et quand on souhaite travailler. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'ils ont mis un algorithme en place qui va calculer pour les semaines précédentes le volume de commandes qu'il y aura et le nombre de livreurs qu'il y aura besoin. Et en fonction de ça, ils vont soit augmenter le nombre de livreurs en proposant d'autres contrats, soit en radiant des contrats, soit en baissant le nombre des créneaux qui vont distribuer aux livreurs. À ce moment-là, en fonction des statistiques, si tu peux réserver à 11h, à 15h ou à 17h, tu auras plus ou moins le choix dans la journée et la soirée de choisir les créneaux que tu as envie de travailler ou pas. Si tu as 11h, tu peux choisir la quasi-totalité des créneaux que tu as envie. Si tu as 15h, tu ne pourras pas choisir la totalité des créneaux que tu as envie. Et si tu es à 17h, tu auras les miettes. Il faudra te contenter du peu ou attendre que des créneaux cyber pour en récupérer. Ce qui va impacter tes statistiques, parce que les statistiques, c'est en fonction de tes taux de présence au pic, de tes désinscriptions ou de tes retards de participation aux horaires. Donc si tu arrives sur des créneaux 15 minutes en retard, ça va te compter comme absent sur un créneau, mais le plus grave, c'est que ça va impacter tes statistiques. Et la semaine d'après, quand tu vas vouloir réserver tes créneaux, si tu es à 11h, tu peux passer à 15h ou à 17h. Donc tu vas baisser, tu ne pourras pas travailler comme tu voudras. Si tu te désinscris 1 heure ou 2 heures à l'avant parce que tu as un contre-temps, pareil, ça va impacter tes statistiques et ça va être répercuté la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc, on est sanctionné pour ces manquements. Ce que je n'apprécie pas du tout. Parce qu'en ce moment, bon, moi, le février était catastrophique. En allant à Dijon, il y a eu des problèmes, il y a eu des grèves, il y a eu pas mal de problèmes parce que je suis en zone de livraison. Bon, c'est parti en live et j'ai chuté à 17h. Les statistiques ont été fortement impactées et là, je me retrouve avec très peu d'heures. C'est-à-dire que je vais travailler et je perçois moins de 30 € par jour maintenant, alors qu'au départ, que j'ai commencé, je faisais minimum 100 € par jour. On pouvait augmenter, donc c'est pour ça que j'ai réinvesti dans des vélos, parce que je me basais sur un plafond de 150 € par jour. C'était le seuil de rentabilité minimum que j'ai pas réussi à atteindre du coup, parce que les vélos que j'ai eu, bon, j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est du sabotage ou autre. Enfin, voilà, donc des frais, des vélos, des attentes, des vélos encore à des frais d'attente de réparation, mais avec des revenus en moins, les vélos ne vont pas être réparés dans l'immédiat. Surtout qu'avec la réputation maintenant qu'a les plateformes, et même avec un statut auto-entrepreneur, les banques ne veulent pas prêter, j'ai déjà fait les demandes, donc ils ne veulent pas prêter. Donc on a déjà ça qui ne va pas, donc on ne peut pas travailler comme on le souhaite, comme on veut et quand on veut. Il y a de l'illégalité.
On n'a pas de revenu minimum garanti. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. On a le droit quand même, en fonction des revenus de la situation, on peut prétendre à la prime d'activité. Je regardais le montant qui peut aller jusqu'à 551 € pour une personne seule sans enfant. Voilà, donc voilà, on peut prétendre à la prime d'activité, cumuler aussi le chômage, si vous avez droit au chômage dans un certain cas. Donc il y a ça qui peut être faisable pour complément. Ou travailler à côté. Bon, pour le moment, c'est mon activité principale, mais je commence à penser, là j'ai déjà envoyé un CV cet après-midi avec une lettre de motivation, je commence à me dire qu'il va peut-être falloir que je trouve travail salarié à côté, si Dieu le veut. Donc là, il y a ça qui ne va pas, donc pas de revenu minimum garanti. Donc sachant qu'on est en Indé, on a des frais, il y a les frais de déplacement, on peut aussi compter la bourse, et c'est aussi, on se voit avec des tarifs de courses à la baisse, des courses beaucoup moins bien payées qu'avant, même pour des longs trajets, de plus en plus de livreurs, pas assez de commandes, enfin sur Besançon du moins, pas assez de commandes, on est trop nombreux. Voilà, eux, ils veulent qu'il y ait un maximum de livreurs pour que les courses pallier au manque, que les courses partent, etc. Il y a aussi, donc on a le problème, pas assez d'heures, les courses mal payées, des trajets difficiles, pas d'aide financière à côté pour nous permettre d'avoir un meilleur véhicule, etc. etc. Et à côté, on n'a pas de réduction pour ce restaurant partenaire pour la bouffe, par exemple. Ensuite, il y a le temps d'attente des restaurants. Il y en a, ils mettent trop de temps pour préparer les commandes. Donc si on n'a pas beaucoup d'heures, si on veut faire un petit revenu, on ne peut pas attendre un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes à chaque fois pour qu'une commande soit prête. Donc il y a cette problématique-là. Et on n'est pas payé pour le temps d'attente. Si on était payé pour le temps d'attente, je ne dis pas, là on n'est pas payé. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Et il y a aussi la problématique pour le client qui fait que il peut y avoir des... parce que c'est mal payé, trajet difficile, tout ça. Les commandes sont refusées, les restaurants préparés, mais à la commande, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus qu'elle attend dans le restaurant. Elle est là, elle attend, elle n'est pas maintenue au chaud, et quand tu arrives, il te la donne comme ça, elle est froide. Et il dit débrouillez-vous avec le client. Et le client, quand il reçoit ça, il demande le remboursement et il ne commande plus sur la plateforme. Donc il y a aussi ce problème-là, c'est que à cause de ça, vous n'avez pas la garantie d'être livré comme il l'annonce dans les 30 minutes. Ça dépend où si vous êtes dans le centre, là ça peut aller vite. Si vous êtes dans un endroit plus difficile d'accès, plus éloigné et que les courses sont mal payées, vous allez attendre un moment de recevoir votre commande. Moi personnellement, j'ai voulu une fois commander sur cette plateforme pour laquelle je travaille encore actuellement. Donc je me suis dit non, je ne vais pas commander parce que je me dis je suis pas sûr de recevoir ma commande à temps. Alors j'ai me retourné chercher un truc plus loin, ça va aller plus vite. Donc que ce soit ici Uber, c'est le même bordel. Voilà, donc il y a tout ça qui met un frein au bon fonctionnement. Donc on a l'attente, on a les trajets difficiles, les courses mal payées, parce que si on n'a pas un bon véhicule qu'il faut, ou la bonne condition physique pour aller livrer la commande à temps là-bas, donc ça va, si vous envoie dans une distance qu'il faut la livrer en véhicule motorisé, ça va pas aller. Si vous avez une côte comme ça à monter, voilà,
vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour le faire, ça va être compliqué. Donc voilà, il y a tout un tas de... Les batteries coûtent cher sur les vélos électriques, elles se déchargent vite en pente. Donc voilà, sachant qu'on n'a pas de partenaire financier derrière, donc c'est difficile, c'est difficile. Ouais, c'est pour ça que voilà, j'ai investi. Donc l'affaire est compliquée. Donc moi, de mon côté, voilà, je sais que là, je suis pas le seul à le dire. J'ai discuté avec un autre, même qu'il était à 15 heures, il avait les mêmes créneaux que moi. Donc il y a quand même un lien de subordination parce que normalement, en tant qu'indépendant, si tu dois pouvoir fixer librement tes coûts, si vous facturez le client, parce qu'il y a eu de l'attente, il y a eu un trajet difficile, tout ça, tu dois pouvoir facturer le client selon tes tarifs. Là, tu peux pas. Là, c'est la plateforme qui fixe ses prix. Tu peux pas facturer le client toi-même. Donc voilà, donc tu peux pas non plus facturer Deliveroo, c'est Deliveroo qui te facture. Donc il y a quand même subordination. On n'est pas libre, de travailler comme on le veut. Si tu veux travailler plus, travaille plus. Travaille moins, travaille moins. À la limite, réserver des créneaux, oui, avec mais que ça ne bloque pas qu'on ait des sanctionnés, c'est que tu puisses fixer des règles pour les désinscriptions, par exemple, parce qu'il faut mettre un remplaçant, qu'il y a des trucs comme ça, mais tu ne sois pas empêché de travailler, que tu ne sois pas empêché de travailler. Moi, j'ai déjà contacté des livres au sujet pour le problème des statistiques, ils me disent c'est pas nous, c'est l'algorithme qui gère, on peut rien faire. Après, ils disent bon, bah, on donne les heures en fonction des besoins qu'on a. Si voilà, il y a besoin d'un livreur que pendant 2 heures, bah, tu auras 2 heures. Parce que si ils te laissent créneau libre et qu'il n'y a pas de travail, bah, tu vas tourner en rond. Alors ils disent que les créneaux, c'est fait pour optimiser l'échange, d'avoir des revenus. Alors là, c'est compliqué. Donc moi, alors au début, travailler à la tâche, c'était quand même assez rentable. Hein. Tu pouvais dégager plus de 2000 € par mois. Quand les cours, c'était bien payé. Mais aujourd'hui, c'est la chute libre. Tu divises la poire en 4, c'est même plus en 2, c'est en 4. Donc ça a vraiment chuté, donc c'est plus rentable. L'activité n'est plus rentable. En plus, la problématique qui se pose, c'est que si une année, tu as dégagé un certain chiffre d'affaires, donc tu vas voir tout augmenter. Parce que ici, plus tu gagnes, plus on taxe. Donc il y aura déjà la CMU qui saute, d'apprendre une mutuelle, ce que j'ai fait. Ensuite, si tu es en HLM, tu peux voir ton loyer augmenter, même voir perdre de maintien dans le HLM, parce que tu as dépassé le plafond. Perdre tes droits sociaux, si tu as de l'APL, tout ça. Et voilà, bah, comme dans les transports en commun, elles perdent des bénéfices de CMU. Donc tu payes plein pot les transports en commun et les impôts. Les impôts t'arrivent. Donc tout augmente. Donc ils disent vous avez gagné de l'argent, vous pouvez payer, alors ils taxent. L'année d'après, en baisse de revenus, bah, va falloir poursuivre l'année d'après, et c'est là, si tu n'as pas fait d'économie, ça va être compliqué.
Les cotisations URSSAF augmentent aussi. Donc là, voilà, c'est vrai que là, ça va plus. Là, le système mis en place n'est plus, je trouve, n'est plus rentable. N'est plus rentable pour les livreurs. Il faut vraiment revoir le fonctionnement. Alors, qui veut devenir salarié? Le salariat, bon, c'est se dire, tu as un salaire fixe à la fin du mois. Ben, un coursier, alors on va regarder le salaire d'un coursier salarié. Ben, dans une société, le salaire d'un coursier de 1500 euros net pour un débutant et d'environ 2200 euros net pour un livreur confirmé. Ah, c'est quand même, si, ça, quand même, ça paye quand même bien. En termes d'avantages, outre la prime de repas, un coursier salarié peut bénéficier d'une prime d'assiduité, de sécurité ou d'habillage. On va revoir tout ça. C'est peut-être plus intéressant finalement d'être salarié. Alors attendez, on va vérifier. Devenir coursier, le salaire d'un coursier. L'activité de transport de plis de colis très réglementée. Il y a coursier, le mot est vaste. Il y a, voilà, il y a courrier, il y a colis, et il y a maintenant, c'est diversifié, tu as la bouffe, tu as tout. C'est un livreur, un coursier, bon, c'est la même chose. Elle relève de la Convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires de transport. Voilà. Si tu es en motorisé, il te demande bien capacité de transport de marchandises. Ce qui concerne les rémunérations dans ce secteur, il existe un barème qui indique ces dernières en fonction des différents secteurs d'activité dans le domaine du transport des différents postes. Ci-dessous, un focus sur les différents traitements que l'on peut y trouver. Différents statuts possibles. Coursier salarié dans une société. Ce statut majoritaire représenté par un coursier Paris-Banlieue, par exemple. Bon, Paris c'est plus cher, c'est sûr que les salaires ils seront plus hauts qu'en province ou autre région. Celui-ci est salarié et officie généralement dans les quelques 1400 sociétés existantes en France, dont plus de la moitié sont concernées en Île-de-France. Dans une société, le salaire d'un coursier est de 1500 euros net pour un débutant. C'est pas mal, 1500 euros net pour un débutant. Alors, les heures, je vois pas les heures de travail, d'environ 2200 euros net pour un livreur confirmé. En termes d'avantages, outre la prime repas, qu'on n'a pas, on n'a même pas d'avantages chez les restaurants partenaires. Donc les frais de déplacement qui s'ajoutent à nous, bah, ça va être si tu viens d'une autre ville à côté, un village, si tu dois déplacer comme moi je prends le tram, ou si tu prends le TER pour venir dans la zone de livraison, c'est les frais de déplacement. Ou si tu as un véhicule, un scooter, ce que tu veux, tout ça, tout ce qui va te coûter de l'argent, c'est les frais de déplacement. Et il y a aussi la bouffe. Si tu restes dans la zone, tu ne peux pas rentrer chez toi pour bouffer parce que tu dois travailler la journée et rester pour le soir. Il faut que tu nourrisses. Et donc, tu auras ces frais-là qui vont s'ajouter, c'est les frais de déplacement. Donc la prime repas, coursier salarié peut bénéficier d'une prime d'assiduité, c'était tout le temps assiduité, de sécurité ou d'habillage, bonne présentation devant la clientèle. Ça peut également qu'une prime de fin d'année soit distribuée. Alors pour le coursier indépendant, la coursier indépendant peut exercer sous le statut du commerçant ou d'auto-entrepreneur. Moi par exemple je suis auto-entrepreneur, commerçant. Ce dernier peut également opter pour une EURL, entreprise unipersonnelle, à responsabilité limitée ou une SASU, société par action simplifiée, à associé unique. Le coursier indépendant sous le statut du commerçant travaille en sous-traitance pour des sociétés de transport ou bien dispose de sa propre clientèle. Là, on est des sous-traitants. Être affilié aux caisses de retraite et d'assurance chômage, il y en a en moyenne 2218 euros net par mois. Alors ça, c'est pas mon cas. 2218 euros net par mois.
je vais les faire en brut, mais pas en net. Enfin, je les ai fait en brut, mais pas en net. Alors, quand on enlève l'URSSAF, quand on enlève les frais de déplacement, la bouffe, l'équipement, les vélos, l'entretien, les assurances, etc. Pas les charges, tout ce qui est charges. Donc, voilà, il te reste plus. T'as beaucoup moins que ça. L'auto-entrepreneur est limité à la somme de 32 900 euros pour son chiffre d'affaires annuel. Le développement des plateformes, moi je suis bien en dessous. Voilà, je suis bien en dessous. Le développement des plateformes e-commerce, d'applications mobiles de livraison de repas a permis la création d'un nombre important de micro-entreprises ces dernières années. Ces dernières sont rémunérées via un système de livraison à la plateforme Marketplace. Dans ce domaine, coursier auto-entrepreneur peut espérer une rémunération de 60 euros à 80 euros brut par jour pour une dizaine de courses effectuées en moyenne. Ah, ça c'est avant. Avant, oui, tu faisais bien, t'arrivais à faire facilement les 80 minimum. Au début, j'ai démarré, donc c'est assez. Moi j'ai démarré en février 2000, mars, avril, mai, juin, juillet, avril, décembre, janvier, février. Ouais, février 2019. Donc au début, ouais, tu faisais 80 minimum. Et là, même 50 balles, tu as du mal à y faire. Les charges pour un auto-entrepreneur sont de l'ordre de 25% hors statut spécifique. Les salaires mensuels dépassent donc le SMIC. Attention cependant la précarité qui peut générer ces nouveaux modes de fonctionnement. Il est aussi important que l'auto-entrepreneur veille à ce que ses services ne soient pas limités à un seul client, afin que l'administration fiscale ne le taxe pas au motif du travailleur salarié déguisé. Il est aussi important que l'auto-entrepreneur veille à ce que ses services ne soient pas limités à un seul client, afin que l'administration fiscale ne le taxe pas au motif travail salarié déguisé. Donc là, le client, c'est Deliveroo. L'année dernière, une décision importante émanant de la Chambre sociale de la Cour de cassation considérait qu'un coursier travaillant pour une plateforme n'était pas un auto-entrepreneur, mais bien un salarié, bien une URL ou une SASU. Parce que une plateforme est un client et l'administration fiscale, un client, c'est du travail salarié déguisé. Les formalités de création de gestion de URL sont plus complexes que celles d'autres entrepreneurs. Gestion de SASU, quand même plus simple qu'une URL. Ces deux statuts permettent de faire la distinction entre le patrimoine personnel et professionnel du gérant ou du président. La responsabilité de celui-ci est limitée à ses apports fonds personnels injectés à la création. Dans le cadre d'une SAL et d'une SAS, il est possible de lever les fonds en intégrant de nouveaux associés. La rémunération au bon. La rémunération au bon ou le traitement à la tâche n'est pas autorisé par le législateur. Ce mode de rémunération est illégal en France et pourtant, eh bien, rémunérer à la tâche. Les pourboires, il existe, mais ils dépendent du donneur d'ordre et sont donc aléatoires. Il se peut qu'un particulier ayant apprécié le travail d'un livreur lui offre quelques euros de gratification. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Dans le cas de transport régulier quotidien tourné, il y a peu de chances pour que cela se produise. Vous avez besoin d'informations sur le petit transporteur. Donc voilà ce que ça dit hein, sur le métier de coursier. Donc j'étais sur nos limites. Blog post. Donc en tant que salarié, si c'est beaucoup plus intéressant que de rester en rémunération à la tâche. Il y a beaucoup plus d'avantages. Donc 1500 euros net en moyenne à 2200 euros net. Donc tu n'as pas à payer de cotisation URSSAF, tu n'as pas à payer tout ça, tu auras des impôts à la fin d'année suivant tes revenus. Ben voilà, tu n'auras pas tout ça, tu n'auras pas les frais
une partie des frais, c'est-à-dire les frais de déplacement, est pris en charge par ton employeur. Tu auras les bons qu'on a eu pour la bouffe, les frais de déplacement, ou remboursement des frais de déplacement. Tu auras donc les tenues de sécurité, tout ça, ça va être à la charge. Alors les véhicules, même les véhicules, je crois que ça va être... si donc tes salariés, c'est une entreprise, ils doivent avoir ses véhicules, alors ils fournissent des véhicules. Je sais pas comment ça se passe, ou travailler avec le tien, je sais pas. Donc il y aura beaucoup plus d'avantages, beaucoup moins de frais. Et les congés payés, donc les vacances payées, tu as 4 semaines par an de vacances qui sont payées. En cas de maladie, et les primes de fin d'année que tu peux avoir, les primes que tu peux avoir en plus pour assiduité, machin et tout. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve, de travailler avec ces revenus-là, ces conditions de travail-là, en tant que salarié, que de rester auto-entrepreneur et être rémunéré à la tâche et d'avoir des salaires aléatoires et de se voir quand même taxé et de voir tout augmenter parce que d'une année à l'autre, ils gagnent plus ou moins. Donc, après, le bémol, c'est que si tu es salarié, bah, il peut te dire bon, aujourd'hui, mec, tu ne peux pas refuser les courses. Tu peux pas refuser les courses. Tu dois faire 20 courses aujourd'hui, c'est ton quota. Et tu dois les faire rapidement. Tu dois livrer rapidement. Tu dois attendre au restaurant. Même si tu attends 1 heure, tu dois attendre que la cour soit prête. Bah, tu dois faire 20 livraisons aujourd'hui. Livrées aux heures choisies par les clients. Voilà, et sans broncher. Si tu ne fais pas ton quota, voilà, tu peux être licencié. La liberté d'être auto-entrepreneur, c'est que voilà, derrière, tu n'as personne qui te casse les couilles. Enfin, il t'appelle quand même pour te dire au bout d'un moment, vous en êtes où là, la livraison, quand c'est que vous allez arriver, vous pouvez me donner une estimation. Ben voilà, ça va pas plus loin. Si tu dis attends, j'ai crevé, j'ai un truc avec le vélo, hop, c'est annulé. Parce que je veux dire, bon. Si l'autre, le restaurant, il met trop de temps, hop, t'annules. Donc, tu peux, voilà. Il y a un problème avec le client, hop, j'annule, j'ai contacté, hop, la commande, elle est pour moi. Donc, il y a ça, et la liberté, voilà, travailler à ton rythme. Si tu veux faire 2 courses dans la journée, que tu veux pas en branler une, t'en fais 2, t'as pas de pression derrière pour te dire, et là, si tu te motives pas pour te dire aujourd'hui, il faut que tu fasses 20 courses. Il faut que, voilà, quelle que soit l'attente, quelles que soient les zones de livraison. Après, le risque, voilà, c'est le salarié, c'est qu'il t'envoie, tu dois faire 20 courses. Tu ne vas pas refuser les commandes, et tu ne vas pas refuser d'aller livrer. Si on dit va livrer, là, tu dois livrer à Beurre, tu dois livrer au Tilleroy, tu dois livrer là-bas au-dessus de Brigil, tu dois livrer tout au-dessus de Fontaine-Écu, ou je sais pas où. Ah ben voilà, là tu ne peux pas refuser, il va falloir que tu attendes, il va falloir que tu la livres et rapidement. Si tu es en retard, tu n'as pas livré rapidement, alors que la zone elle a je sais pas combien de bornes, tu peux te faire taper sur les doigts. Donc voilà, c'est que là voilà, tu vas être soumis à des ordres, à des contrôles, etc. etc. Donc tu ne vas plus avoir la liberté comme auto-entrepreneur que de travailler à ton rythme, que voilà, faire un peu comme tu sens. Donc voilà, il y aura des avantages et des désavantages. Après, chacun choisit, mais c'est sûr même que d'être en CDI, si tu veux faire microcrédit, tout ça, tu auras beaucoup plus de chances que en tant qu'auto-entrepreneur. Donc pour mon cas, je suis pour
le salariat dans ces conditions-là, avec ces salaires indiqués, 2005 à 2200 avec les chèques repas, etc., les tenues gratuites, etc., etc. Tous les avantages qui vont avec, donc des bonnes conditions de travail et des avantages. Après, il peut dire, voilà, comme je disais, en tant que salarié, on a besoin de livreurs sur Dijon, sur Lyon, sur Paris, c'est qu'ils te fassent changer de zone, ils peuvent te dire. Voilà, comme si tu es dans une entreprise, je ne sais pas où, dans le cas de la poste, bah, il y a besoin de facteurs de poster à Lille, là, je sais pas où, chez les ch'tis, ou à Marseille, où tu vois, voilà, que tu sois muté. Après, s'ils prennent en charge le logement, etc., bon, que tu as des avantages à travailler dans une société qui t'octroie, tu vas être bien logé, tu vas avoir plein d'avantages, tout est pris en charge, tu es dans de bonnes conditions de travail, tout va bien, tu vas tout pouvoir t'épanouir, même évoluer dans l'entreprise. Là, c'est intéressant. Dans des conditions comme ça, que là, bon, il n'y a pas, en étant, restant coursier comme ça, il n'y a pas d'évolution dans l'entreprise, il n'y a pas de prime en plus si tu es salarié. De ton côté, tu peux toujours essayer de faire concurrence, mais moi, personnellement, j'ai étudié le système qui est assez complexe de développer une application comme la leur, ça coûte des millions. Ensuite, il y a un marketplace, ok, c'est toute une gestion derrière. Il faut du monde, toute une gestion, tout un côté communication marketing et développer des partenariats avec des entreprises. Surtout, on a le problématique des remboursements des clients. Et ensuite, on a la côté livraison qui est très complexe à mettre en place parce que les clients ne veulent pas payer trop cher pour se faire livrer. Donc ça, c'est la problématique. Et quand tu as des salariés, la plupart prennent des freelances, des sous-traitants, comme des grosses boîtes comme Amazon, tout ça, c'est beaucoup de sous-traitants, parce que ils n'ont pas tous ces charges salariales, ils n'ont pas les taux de travail à fournir obligatoirement, ils n'ont pas les véhicules à fournir, tout ça, c'est tes sous-traitants, tu as ton matériel, tu as ton truc, tu as les moyens pour faire le job. Donc voilà aussi la raison pour laquelle toutes ces sociétés ils prennent des sous-traitants. Pour les restaurants, j'ai discuté avec un gérant du flunch que je connais. Il m'a dit nous, on passe par des plateformes comme ça parce que on a des commandes aléatoires. Mais si on avait des commandes régulières du volume, on aurait pris un salarié. Donc il y a aussi ça. Donc voilà. Donc moi de mon côté, je réfléchis à savoir ce que je fais, mais bon, dans les conditions actuelles des choses, voilà, là je suis en train de voir pour rechercher un travail dans la restauration, hein, parce que c'est mon activité, c'est où j'ai le plus d'expérience. Donc j'ai déjà trouvé, vu des restaurants qui cherchent des cuistots, tout ça, et donc avoir essayé de les démarcher, bon, voir s'il y a une opportunité de travailler dans un restaurant dans le secteur. Donc il y a un truc bien. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent. Après, voilà, il faut y rentrer et y rester. Ça, c'est pas la même. Allez, ciao!